Bonjour Charlotte Mussig. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler, non pas de la météo, mais en tout cas des conséquences possibles d'une météo contrariée. D'abord, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi le BRGM ? Alors le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. C'est un service géologique national, donc un établissement public présent en métropole et dans les différentes régions, notamment en Outre-mer. Et donc il y a une direction régionale à Mayotte. Du BRGM que vous dirigez. Tout à fait. On parle souvent de risques naturels. On dit que 80% du territoire de Mayotte est soumis à un risque naturel. En vrai, ça veut dire quoi ? Donc effectivement, Mayotte, on est sur une île tropicale qui est soumise à de nombreux risques naturels, inondations, cycloniques, mouvements de terrain, séismes, tsunamis, volcanisme maintenant. Donc effectivement, on en a toute une panoplie. C'est le cas d'autres îles également. Maintenant, effectivement, certains territoires, donc certains risques sont spatialisés. Donc on est plus soumis à certains risques naturels dans certains endroits à Mayotte et d'autres risques naturels touchent toute l'île, comme la sismicité par exemple, qui peut toucher indifféremment tous les endroits de l'île. Alors, souvent, quand on voit la météo du moment, on se dit « oulala, pourvu qu'il n'y ait pas de glissement de terrain, ce serait dramatique ». Alors, j'ai choisi un visuel d'un glissement de terrain à la fin de la saison des pluies l'année dernière à Sada. On voit bien ce que ça donne. Hop, la terre se détache finalement de la colline et tombe avec tout ce qui est posé sur elle. Donc là, c'était de la végétation, mais il pourrait y avoir des cases en tôle. Et donc, tout dégringole. Pourquoi on a des glissements de terrain ? Donc effectivement, Mayotte est sujette au mouvement de terrain de par sa géologie d'une part, c'est-à-dire la nature des sols que l'on a sur l'île, qui peuvent être sensibles à l'érosion et au mouvement de terrain, notamment quand ils sont remaniés, donc quand ils ont été déstructurés et modifiés. On a également, comme vous le mentionnez, de fortes pentes. Mayotte, on n'a pas une altimétrie très importante, mais par contre, on a des fortes pentes. Plus de la moitié de l'île présente des pentes supérieures à 15%, qui sont déjà des fortes pentes, si on veut y construire dessus. On a également la pluviométrie que vous évoquiez. Ce sont des pluies intenses, tropicales, et qui sont des facteurs souvent déclencheurs de ces mouvements de terrain. Le sol se gorge d'eau, perd sa cohésion, et c'est à ce moment-là que les mouvements de terrain se déclenchent. Et puis enfin, on a tout ce qui est pratique de déforestation, déboisement, puis pratiques constructives qui ne font qu'aggraver ce phénomène naturel. Alors, pratiques constructives qui ne font qu'aggraver ce phénomène naturel. En gros, c'est les cases en tôle et la construction d'habitations sans permis de construire. Alors non, on ne peut pas résumer ce problème aux cases en tôle et aux habitations sans permis de construire. C'est des pratiques constructives qui peuvent toucher tout type de construction. Quand on voit des talus qui sont montés à 90 degrés, donc c'est vraiment en angle droit, donc non protégés, donc là ils sont tout de suite soumis à la pluie. C'est les sols dont je parlais qui sont remaniés, et alors là, dès qu'il pleut, les sols dévalent, et donc ça génère des problématiques en amont, donc c'est-à-dire sur les parties au-dessus. Donc s'il y a des maisons au-dessus, elles peuvent glisser avec, tout ou partie, mais également en dessous, ça génère des grosses coulées de boue qui peuvent venir envahir les maisons, les habitations, les constructions, les rues que l'on a à l'aval. Et là, on le voit, c'était les crues de janvier dernier à Aqua. Oui. Qui avait effectivement détruit et occasionné beaucoup de dégâts. Comment on peut faire, Charlotte Mussig, pour limiter ces risques, en fait ? Donc on a des cartographies aujourd'hui qui permettent d'identifier où se trouvent les risques les plus importants. La première prévention, c'est d'éviter de construire dans ces zones-là. C'est où les zones aujourd'hui les plus à risque ? Alors ça dépend de quel aléa on parle. Si on reste sur le mouvement de terrain, on est sur des zones de forte pente et dans les endroits où les terrains sont défavorables à la construction, c'est-à-dire là où on a des matériaux robustes pour permettre de construire qui sont très profonds. Mayotte est une île volcanique qui s'est construite
avec une succession de coulées de lave. Donc il y a eu des coulées de lave, elles se sont altérées, puis une autre coulée de lave. Donc on a un millefeuille de roches qui n'ont pas toutes la même qualité constructive pour construire des bâtiments à cet endroit-là. Donc ça nécessite souvent, pour s'en affranchir, des études de sol, pour s'assurer que le sol est en capacité d'accueillir la construction souhaitée. Mais entre nous, les gens font ces études? Ça dépend. C'est-à-dire quand ils cherchent à avoir un joli permis de construire en bonne et due forme, oui, mais quand ils ne le cherchent pas vraiment... Je pense que ce n'est pas forcément toujours lié à une histoire de permis de construire. C'est une volonté de s'assurer que sa construction sera pérenne dans le temps, de moyens aussi également, de connaissances. À ce sujet, on a produit différents types de guides, oui. Notamment donc, celui-ci, qui est un guide... très illustré, facile d'accès, qui permet d'éviter les principales erreurs en fonction de chaque risque naturel. Vous pouvez le remontrer? Et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, donc nous on en a au bureau, on en a distribué la DEAL, donc ça a été financé par la DEAL, cette brochure-là qui est disponible donc à la DEAL et également en téléchargement en PDF sur Internet. Et sur le site du BRGM? Il est aussi sur le site du BRGM, mais si on cherche par mots-clés sur Google, on le trouve. Et les mots-clés, c'est... Construction et risques naturels, quelques bonnes pratiques. On en a un autre qui s'intéresse spécifiquement au séisme, parce que là, on est sur des choses quand même beaucoup plus complexes. On est censé répondre à des normes parasismiques à Mayotte. Donc, c'est vraiment des choses un guide qui vise un public un peu plus d'initiés. Et puis on a également, parce que ces phénomènes de mouvement de terrain, ils génèrent ce qu'on appelle l'érosion des sols, donc les coulées de boue que vous nous montrez sur vos photos, qui viennent envaser le lagon, perte de biodiversité, etc. Et donc on travaille, BRGM et beaucoup d'autres partenaires, pour essayer d'améliorer les pratiques, notamment constructives, parce qu'on s'est rendu compte que les chantiers urbains étaient des pourvoyeurs importants de terre au lagon. C'est de très petites surfaces. On a moins de 1% de la surface de Mayotte qui est concernée par ces chantiers urbains, mais 20% de l'érosion qui est générée par ces chantiers-là. Tout simplement parce que les terres sont décaissées, enlevées, et puis un petit peu poussées dans la ravine, donc elles vont directement dans le lagon. Et donc là, on a un guide beaucoup plus complet sur comment mieux construire à Mayotte et éviter ces coulées de boue qui peuvent présenter un risque naturel, mais qui ont aussi d'autres conséquences en matière appauvrissement des sols, d'envasement du lagon, des coûts aussi pour la collectivité, parce qu'après tout ça, tous ces cours d'eau, canalisation, il faut les curer, etc. Il faut nettoyer, remettre en état. Effectivement, ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors, je vous pose cette question parce que je vois que sur notre live Facebook, c'est des questions qui sont posées, donc c'est que ça intéresse. La question de l'assainissement et de la gestion des eaux usées, dont on sait à Mayotte qu'elle peut être encore chaotique, surtout quand on quitte la zone urbaine. Est-ce que ne pas gérer correctement ces eaux usées, ça participe à fragiliser les sols? Oui, en tout cas, dès lors que l'on infiltre de l'eau dans le sol, on peut se poser la question de l'impact de cette infiltration dans le sol. Donc si on a des systèmes d'assainissement, notamment non collectifs, qui évacuent les eaux usées traitées par infiltration, dans certains cas de figure, ça peut être déconseillé d'avoir ce type d'installation. Donc c'est normalement des choses qui sont regardées lors de la demande des permis de construire. Et pour ceux qui n'ont pas du tout d'assainissement, donc là, ça peut être du cas par cas, hein, mais ces eaux-là, elles finissent par prendre le cheminement d'eau naturelle, donc au même titre que l'eau de pluie, la pluie peut générer. Dès lors qu'on met ce facteur eau au sein de sols qui sont susceptibles d'être emportés par ces eaux, on peut générer des mouvements de terrain. Alors, et ce sera ma dernière question sur ce sujet, parce que je voudrais qu'on parle du trait de côte et le temps tourne.
quand on pense glissement de terrain, tous, autant qu'on est, on pense aux bidonvilles et à ces cases en tôle qui sont accrochées à flanc de colline. Et on se demande d'ailleurs comment ça tient avec le temps. Quand on dit qu'il y a un risque, enfin qu'il y a de l'insalubrité et qu'il y a un risque de glissement de terrain, pour que nos téléspectateurs comprennent, et ça induit quelquefois un décasage, un arrêté de péril, comme on dit, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'il y ait un risque de mouvement de terrain ? Oui. Il y a un risque qu'à un moment, il y ait une coulée de boue, un mouvement de terrain. Les maisons sont construites pas comme il faut, c'est ça ? Parce que les pentes, comme je l'ai dit, les facteurs que j'ai énoncés sur le fait que les sols sont sensibles, qu'on a de fortes pentes, qu'on a une pluie importante, et en plus qu'on a pu déstabiliser ces sols par des constructions mal faites, tout ça fait qu'on a un risque de mouvement de terrain. Mais ce risque de mouvement de terrain, quand on le cartographie, c'est hors pratique constructive. On se concentre uniquement sur l'état naturel. Donc plutôt les pentes, la géologie, et tout en sachant qu'on a des pluviométries qui peuvent être parfois, des pluies qui peuvent être parfois intenses. Avec l'accélération du phénomène et les modifications un peu de la manière dont les saisons des pluies vont fonctionner avec le réchauffement climatique, donc plus courtes, des pluies plus violentes, plus tassées dans le temps, ça n'aidera pas. Ça accentue la survenue des problèmes en fait. Statistiquement, oui, ça peut accentuer la survenue des problèmes. Si on a des pluies plus intenses, on aura probablement des phénomènes plus courtes. Donc on aura des sols qui seront déjà gorgés d'eau, donc prêts à être mobilisés. S'il y a une deuxième pluie de la même intensité qui arrive, on peut imaginer qu'on aura des problèmes plus importants dans l'avenir. Alors, autre sujet d'importance, le recul du trait de côte. On l'a montré hier dans la matinale, on le voit à Longoni, puisque c'était l'exemple d'hier, mais on peut aller à Bouéni, on peut aller à Cagny, à Aqua, enfin on peut aller à peu près dans toutes les communes, Iloni également. On le voit, la mer monte de plus en plus haut, de plus en plus souvent, quelquefois jusqu'au bout de la plage, c'est le cas à Longoni, et elle grignote sur des zones qui n'étaient pas avant touchées par les eaux. C'est quoi les conséquences de ce phénomène qu'on peut tous constater à Mayotte? Alors oui, on peut tous le constater à Mayotte et on peut tous le constater partout dans le monde. En fait, ce phénomène de recul du trait de côte ou d'érosion du littoral, on peut l'appeler d'une façon ou d'une autre. Effectivement, on est d'autant plus touché quand on est sur une île comme à Mayotte, puisque ça arrive de tous les côtés et que le territoire est déjà contraint. Donc on a une réflexion à mener sur qu'est-ce que cela va donner dans l'avenir, du fait que on a cette érosion qui est plus ou moins importante selon les endroits. On ne peut pas généraliser sur toute l'île. Il y a des plages qui sont en érosion importante, d'autres beaucoup moins, qui sont plutôt en équilibre aujourd'hui, parce qu'on a quand même des plages à Mayotte qui ont été peu modifiées par l'homme et qui fonctionnent finalement avec un certain équilibre et qui ne reculent pas tant que ça. On a eu le phénomène de subsidence, donc le fait que l'île se soit enfoncée avec l'activité sismique et volcanique depuis 2018. Donc pendant 2 ans, l'île s'est beaucoup enfoncée. Aujourd'hui, elle ne s'enfonce plus. Mais on a eu de fait l'impression d'avoir une montée des eaux qui a été quand même d'une vingtaine de centimètres à l'est et une dizaine de centimètres à l'ouest de Mayotte. C'est pas uniforme. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. 20 centimètres, c'est pas rien, mais c'est quelque chose à laquelle, visiblement, vu les derniers rapports de Météo France, il faut aussi s'attendre dans l'avenir d'avoir ce phénomène qui se poursuit, cette fois lié au changement climatique. Comment on peut faire pour... je ne sais pas si on peut lutter contre ces phénomènes. Ça me semble difficile de lutter contre les éléments, mais comment on peut se prémunir, s'organiser pour vivre avec tout ça? C'est quoi notre avenir, en fait? Alors, je pense qu'il faut d'ores et déjà le prendre en compte, parce que aujourd'hui, c'est un phénomène lent. Et comme tous les phénomènes lents, on a plutôt tendance à se dire que, comme ça se passe bien, comme ça s'est bien passé les années précédentes et que là, ça a l'air de bien se passer, on pourrait s'en affranchir. Or non, je pense qu'il faut être convaincu qu'il faut l'intégrer, le prendre en compte, réfléchir à ce que pourra être
la morphologie de l'île de demain, pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles, comme ça peut déjà être le cas sur certaines communes avec des constructions faites trop proches du littoral, ne pas reproduire ces erreurs-là. Pour celles qui y sont, la réflexion est à mener aussi, à savoir si on est en capacité de ralentir le phénomène, parce qu'en fait, effectivement, on ne pourra pas lutter contre, ou s'il faut se préparer à prendre des mesures plus importantes. Mais pour les maisons qui sont dans certaines communes très proches du bord de plage, quelquefois, je pense à Koungou notamment, quand il y a les grandes marées, ou à Msapéré, quand il y a des grandes marées, l'eau entre déjà dans les quartiers et dans les maisons. Il faut se préparer à déconstruire les villages pour aller les reconstruire un peu plus loin? Alors, moi, je ne vais pas être suffisamment bien placée pour donner la stratégie qu'il faut avoir sur Mayotte. Je pense néanmoins qu'il faut d'ores et déjà se poser les questions et réfléchir dans le cadre des réflexions que les collectivités mènent sur l'aménagement de leur territoire, à intégrer ce phénomène-là et le fait que l'on va effectivement avoir un grignotage du territoire qui va avoir lieu depuis le littoral, et comment on l'aborde ce problème-là pour l'urbanisation future. Merci beaucoup, Charlotte Mussig. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.